le graphe de GitHub avait eu un impact assez exceptionnel dans ma vie, c'est-à-dire qu'il me faisait coder chaque jour. Des fois, on construit un produit pour comprendre le produit à construire, c'est-à-dire qu'on vise mal et en fait, c'est en pivotant et en parlant à ses clients qu'on finit par comprendre quel produit construire. Il a fallu 6 à 8 mois pour vraiment me refamiliariser avec l'environnement JavaScript qui avait beaucoup évolué. On a eu l'arrivée de React, on avait eu l'arrivée de Vue.js entre-temps. Moi, j'ai un problème, comme beaucoup de gens, c'est que je commence la journée à 10 tâches, je travaille toute la journée à fond, et le soir, j'en ai 11. Alors, le problème de ça, c'est que j'ai plein de tâches en fait comme ça de la vie de tous les jours que j'essaie de faire. Coder aussi chaque jour, je me force à coder chaque jour, je me force à faire un peu de marketing chaque jour. Vous écoutez le podcast Dev Theory Interviews. Des discussions autour du JavaScript avec ceux qui l'utilisent au quotidien. Qu'ils soient développeurs front ou back-end, freelance ou employés, CEO ou CTO. Nous allons parler de l'écosystème JavaScript avec toutes ces personnes qui y contribuent. Écoutez-nous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Dev Theory Interviews. Bonjour Julien. Salut. J'espère que tu vas très très bien. On se retrouve aujourd'hui pour Dev Theory Interviews pour en savoir un peu plus sur ton parcours. Alors pour ceux qui nous écoutent actuellement, pour te dire actuellement tu es le fondateur donc de ProspectWidth, on va en parler. Tu as été lead développeur chez Crisp et tu as été également growth hacker chez The Family. Donc, la première question que j'ai envie de te poser, c'est comment tu te présentes, aux gens actuellement et qu'est-ce que tu fais au quotidien? Aujourd'hui, je me présente comme un fondateur de ProspectWiz et je dirais que quand je suis comment je me présente aux gens, fondateur de ProspectWiz et après, ce que je fais au quotidien, c'est essentiellement du JavaScript, beaucoup de JavaScript. Euh, et beaucoup de bots, beaucoup de JavaScript, un peu de marketing aussi, on pourra en parler. Après, j'ai des tips sur ces sujets-là aussi, qui sont des sujets importants. Mhm. Parce que je pense que, tu vois, il m'a fallu du temps avant de devenir vraiment full stack. Et mine de rien, euh, aujourd'hui, je me considère vraiment comme un développeur full stack, c'est-à-dire que je suis capable de gérer à la fois le front, le design, plus la partie back-end, API et tout le DevOps. Euh, donc, j'ai amené à toucher beaucoup de technologies pour pouvoir en fait, construire un produit tout simplement. Ouais, totalement. Ça c'est super intéressant. Et donc, est-ce que tu peux nous dire ce qu'est ProspectWidth et quelle technologie justement tu vas utiliser dedans? Donc, tu nous as dit beaucoup de JavaScript. Quelle technologie plus précisément en JavaScript tu vas utiliser pour ProspectWidth? Ok. Alors, ProspectWiz, en fait, pour être honnête, j'ai démarré le projet en scrapant des sites internet et je voulais détecter les Shopify. Donc, je me suis constitué une base de données d'entreprises qui était sur Shopify et puis de fil en aiguille, j'ai commencé à rajouter plein de technologies, donc WordPress, etc. Et puis, je me suis dit qu'en fait, comme j'avais pas mal de gens qui me demandaient les fichiers et l'accès éventuellement à mon bot, que ce serait pas mal d'avoir une petite interface qui permette de pouvoir tout simplement chercher des entreprises euh, qui correspondent à différents filtres. Donc, de fil en aiguille, j'ai rajouté plein de filtres différents, donc le nombre d'employés, les revenus de la boîte, les technologies qu'ils utilisent, j'en ai rajouté. Euh, euh, les localisations des boîtes, est-ce qu'elles sont en France, etc. Euh, et donc, on peut, en quelques clics comme ça sur ProspectWiz, récupérer toutes les entreprises qui correspondent à notre cible de clients. Et j'ai aussi mis en place un système qui permet aussi de récupérer les décideurs de ces boîtes-là, en allant les scraper en temps réel aussi, pour être sûr que ces gens-là sont dans la boîte. Et donc, ça va récupérer, par exemple, tous les CEO des Shopify en France, si on veut, assez rapidement. Et j'ai mis en place un système qui fait qu'à chaque fois que je détecte un nouveau Shopify, je vais le rajouter dans la liste. Enfin, chaque fois que je détecte une entreprise qui correspond à ton filtre, je le rajoute dans la liste d'entreprises et je vais chercher le bon décideur et je te le synchronise avec ton CRM. Ce qui fait qu'en fait, j'automatise toute ta lead génération euh, bah, en permettant toutes les semaines d'avoir des nouveaux prospects qui correspondent pile poil à ta cible. Mhm. Donc ça, c'est ce que ça fait dans les grandes lignes. Euh, Ensuite, alors au niveau de la stack, alors j'ai pris une décision assez radicale quand j'ai commencé ce produit parce que je dois avouer que comme beaucoup de développeurs, j'ai testé énormément de choses au niveau des choix des frameworks. Et je suis arrivé à la conclusion que j'allais tout faire en JavaScript et en Node.js pour la simple et bonne raison que
Alors j'avais un peu un passé avec Laravel en PHP, etc., Kick PHP, Laravel et tout. Et en fait, j'aimais le fait d'avoir qu'un seul langage, mine de rien, c'est quand même un gros gain de temps. Surtout quand on est tout seul à développer un produit, on n'a pas à changer de langage dans sa tête et c'est vraiment un plaisir au quotidien d'avoir qu'un seul langage. Le seul problème de l'écosystème JavaScript, c'est que quand on arrive dans le back-end, eh ben, c'est un peu le Far West. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec plein d'API, plein de logiciels qui permettent de faire des API, enfin des frameworks. On a du Express qui permet de faire des API, on a du Sales, on a du Adonis, on a du Feathers.js, il y en a plein et ça sort tous les ans, il y en a plein qui pop. Euh, et donc, il a fallu que j'en teste plusieurs pour savoir lequel prendre. Euh, et aujourd'hui, bon, j'ai choisi de partir sur la stack Adonis.js. Donc en front, j'ai du Next.js qui me permet de pouvoir facilement créer mes interfaces parce que je suis un grand fan de Vue. Et donc Next, qui rajoutait le SSR, c'était quand même chouette. Et puis pour l'API, je suis parti sur du Adonis.js, simplement. Ok. Voilà. Est-ce que tu te souviens pourquoi c'était parti sur Adonis et pas sur autre chose? Ah bah, en fait, j'en ai fait plein avant de partir sur Adonis. Alors au début, je suis parti sur du Feathers.js, qui est un framework JavaScript qui permet de faire du temps réel assez simplement. Euh, Mhm. euh, Honnêtement, c'était un peu bancal quand j'avais fait et en fait, je cherchais un framework qui était simple et surtout qui se basait sur un peu la philosophie de Laravel. Parce que Laravel, je trouvais que c'était mine de rien, c'était un framework qui était sympa au niveau du PHP parce qu'il était simple mais tout en restant complet. Et donc après, j'avais aussi un passé avec Meteor.js, mais finalement, je suis pas parti là-dessus parce que on pouvait, en fait, Meteor.js, c'est un framework qui permet de faire du temps réel aussi très facilement. Le seul problème de Meteor, c'est que on arrive très vite à la conclusion de est-ce qu'on a besoin d'avoir du temps réel partout, à tout moment. Est-ce que finalement avoir une simple API qui nous file des données en statique qu'on appelle de temps en temps, c'est pas suffisant. Pour mon cas de mon produit, c'était clairement suffisant. Donc, je suis passé sur du Feathers.js. Ça marchait pas très bien, ça marchait pas suffisamment bien. Donc, je suis passé j'ai testé du Sales.js aussi, qui est un autre framework JavaScript Mhm. fait sur Node, qui était très bien. Le seul problème de Sales.js, c'est qu'il n'y avait pas de migration. C'est-à-dire que quand on veut mettre à jour une base de données, on écrit on écrit des migrations en fait dans un fichier qui va permettre de dire à la base de données, euh, rajoute cette colonne-là dans cette table, crée cette table-là, supprime-moi cette colonne-là, etc. Et en fait, il n'y a pas de système de migration. Donc, c'est un peu l'enfer parce que, en fait, on est tout le temps obligé à chaque déploiement d'aller modifier à la main la base de données. Mhm. Et donc, j'ai fini par abandonner CSJS, que j'aimais beaucoup d'ailleurs. Je trouvais ça intéressant, la philosophie derrière. Et je suis passé sur Adonis. Et puis après, quand j'en ai trouvé un qui marchait, je suis resté dessus. Ok. Voilà. Et là, ça fait combien de temps que tu es sur Adonis? J'ai commencé le projet quasiment sur Adonis, hein, donc ça doit faire Ok. 2 ans à peu près. Ça fait Ok, ok. 2 ans que je Donc suis Adonis. clairement, c'est le framework qui te convient et que tu connais bien actuellement. Ouais, alors parce qu'en fait, je dirais que quand la finalité, quand ma finalité à moi, c'est de construire un produit en fait et de faire en sorte qu'il fonctionne. Je suis pas forcément très dogmatique, mis à part le fait que je suis très axé JavaScript pour les raisons que j'ai expliquées avant, c'est que d'avoir un seul langage, ça va booster ma productivité. Une fois que j'ai trouvé un framework qui marche, j'essaye de le maîtriser et puis voilà, je suis pas super dogmatique à aller chercher le nouveau framework qui va sortir. Aujourd'hui, ça convient très bien de Nice.js, j'en suis très content. Il y a des petites choses à améliorer encore, bien évidemment, mais je vois quand même le framework qui évolue sur les 2 dernières années, donc j'en suis content. En tout cas, Ok. pour cette pays, c'est très bien. Ouais, ok. Tu fais quand même une mise à jour et tout. Ouais, tu suis le framework, l'évolution du framework. Ok. Mm. Et ouais, concernant le framework front, du coup, Vue.js que tu utilises, est-ce qu'à un moment, tu as douté entre React, Angular, Vue ou quoi, ou tu es directement allé sur Vue parce qu'il y avait quelque chose? Comment tu as pris cette décision-là? En fait, j'ai bossé au début sur Crisp. Alors Crisp, au début, c'était Mhm. sur AngularJS. Et ils sont restés longtemps sur AngularJS. Et le problème, c'est que comme Angular, à un moment, ils ont décidé de passer tout à TypeScript. Et en fait, ça n'avait plus rien à voir avec AngularJS. Les breakings, il y avait vraiment plus rien à voir entre AngularJS et Angular 2, je crois, à l'époque. Donc en fait, Mhm. j'ai bossé un peu avec Angular. J'ai fait un peu de React aussi. Et puis, je sais pas, un jour, je suis tombé sur Vue.js et j'ai adhéré tout de suite à la philosophie des single file components. Ouais. J'ai trouvé que philosophiquement, en termes de productivité, c'était absolument génial. Et du coup, en fait, ça a été un des rares frameworks où le lendemain, j'ai décidé que j'allais faire que ça.
Vraiment, Je écoute, vois. j'ai compris direct l'intérêt et je me suis dit: «Ah là, il y a vraiment un c'est très logique». OK. Ouais, je vois, je comprends totalement et pour le coup, les SFC, ouais, les single file components, j'aime beaucoup aussi et encore plus avec, Nuxt, surtout Nuxt Free et les auto-imports, en fait. Quand tu vas utiliser donc Nuxt Free avec les single file components, tu vas automatiquement avoir les auto-imports de tout ce qui est ref, watcher, quoi que ce soit. Donc tu auras même plus besoin, en utilisant donc la Composition API, tu auras même plus besoin de faire un import ref from view. Tu utilises directement ton ref parce que Nuxt va t'auto-importer tout. Donc c'est vraiment, tu as un single file component qui est très léger, qui est très lisible, et c'est un vrai plaisir. Et pour le coup, ouais, Vue.js, j'ai également pris par rapport à toutes ces raisons-là. Donc ouais. Ouais, et d'ailleurs, même je vais super loin parce que moi, dans mes single file components, j'ai mes fichiers, mes traductions, parce que le site actuellement Prospectwiz, il est en trois langues, donc espagnol, anglais et français. Et ben mes Mhm. traductions, elles sont dans chaque fichier composant. Que pour, donc le composant n'a que, j'ai un fichier de un fichier de traduction global avec les trucs normaux, le global, etc. Mais en fait, chaque composant a aussi ses propres fichiers de traduction à l'intérieur, en bas de chaque fichier. Et j'ai même les routings dans les pages. Ok. Donc en fait, finalement, mes composants, ils ont le HTML, le JavaScript, le CSS, quand il y en a, parce que je suis sur Tailwind. Mhm. Euh, Ils ont aussi les traductions et en plus, des fois, les pages, les routines. Ok, d'accord, je vois. Ouais, là, on est vraiment dans la vraie philosophie du component où tout est à un seul endroit et on réutilise après à volonté. Ah non, c'est pas bête. J'avais pas entendu parler de cette stratégie de mettre les fichiers de traduction dans les components, mais je trouve ça intéressant pour aller simplement les modifier au lieu d'aller chercher l'index dans le bon fichier JSON ou aller chercher le bon fichier ou quoi que ce soit. C'est vrai que je trouve ça que c'est au niveau de gestion des langues, je trouve ça plus intéressant, ouais. Et tu gagnes du temps, beaucoup de temps. Mm. Ça a l'air. OK, je vois. Bah, c'est super intéressant tout ça et donc là, tu nous as parlé que tu avais un nouveau système, enfin, tu avais également un système de langue, donc de multilangue. Est-ce que tu peux nous dire, quel, outil ou service externe tu vas utiliser? Par exemple, pour du bug tracking ou pour la performance ou quoi que ce soit? Est-ce que tu as des services externes que tu vas utiliser sur ProspectWidth et voilà, que tu utilises assez souvent, quoi? Bah, sur le bug tracking, j'utilise Sentry. Mmh. Alors Sentry, c'est pas mal, mais le problème, c'est qu'il faut avoir la rigueur et la discipline d'aller le voir régulièrement. Mmh. Parce que, bah, en fait, l'installer c'est facile, mais aller voir chaque semaine, une ou deux fois par semaine, les exceptions qui ont eu lieu et aller les corriger, c'est bah, de la discipline. Alors, j'avais même d'ailleurs une habitude dans le Resilience Club sur aller voir Sentry et aller corriger de temps en temps les Mmh. exceptions. Maintenant, euh, j'ai testé un peu aussi le truc là qui enregistre l'écran. Comment ça s'appelle ça? Euh, Log Heu, Rocket, OK, ouais. mais très cher. C'était super cher Log Rocket. Je crois que c'est 500 € par mois le premier plan. Alors, Ah oui, rigole pas. ouais, ouais, c'était. Du coup, en fait, j'ai fini par attester la période d'essai et j'ai pas été plus loin. Mais honnêtement, ça marchait pas mal, c'était chouette. Par contre, j'ai testé aussi après pour la performance. Moi, j'utilise que Lighthouse. OK, C'est non, ce mais qui c'est me très bien, permet ouais. de voir à peu près ce qui fonctionne. Après, éventuellement, pourquoi pas mettre un truc un peu plus puissant pour aller voir sur le serveur qu'est-ce qui se passe, le temps de réponse de Mmh. chaque requête. Après, je sais que Sentry le fait. Ils ont aussi un outil de performance intégré avec leur log trail, etc. Qu'on peut mettre. Je l'ai jamais utilisé, mais je sais que si tu utilises Sentry, tu peux aussi gérer ça via cet outil, quoi. Ok, je savais pas. Bon, ça va. Mhm. Et tu as parlé de The Resilience Club là, à l'instant. Donc ça, est-ce qu'on considère ça comme un side project ou comme un projet qui est également important, aussi important que ProspectWidth donc parle-nous de Resilience Club et comment tu vois ce projet. Alors, bah, en fait, alors ça s'appelle résilience.club pour ceux qui veulent tester. Et c'est parti d'un constat assez simple. Je l'ai lancé il y a un an. Mais c'est vraiment un side project. Alors, ça, j'ai pas vraiment d'ambition business dessus. En fait, le truc, c'est que j'avais un problème. C'est que le graphe de GitHub avait eu un impact assez exceptionnel dans ma vie. C'est-à-dire que il me faisait coder chaque jour. Parce qu'à chaque fois, en fait, j'essayais d'avoir les carrés qui étaient verts. Et du coup, ça me crée une frustration si je cassais le strike, donc si je collais pas un jour, parce que j'allais pas avoir le graphe qui allait être bien. Et donc, en partant de ce concept-là, je me suis dit, tiens, ce serait marrant si je pouvais appliquer ce graphe-là dans la vie de tous les jours pour d'autres tâches que le code. Et j'ai commencé du coup à développer cette petite app qui me permet de pouvoir mettre des habitudes et cocher chaque jour en fait les habitudes que je fais.
de manière à pouvoir avoir mon graphe qui soit autogénéré aussi un peu à la GitHub et essayer de me forcer et de me contraindre à faire un certain nombre d'habitudes chaque jour. Alors, j'ai commencé comme ça. Au début, je l'avais fait pour le marketing parce que moi, j'ai un problème, c'est que je suis tout seul à développer mon produit et que quand on fait du produit et des démos avec ses clients, en fait, on fait pas de marketing. Et je trouvais que j'avais vraiment besoin d'avoir un outil qui me force à faire un certain nombre de tâches de marketing chaque jour, soit faire un petit peu de SEO, un petit peu d'envoi de mail, un petit peu de je sais pas, enfin, toutes les tâches de marketing Ouais, ouais. qu'on peut avoir besoin. Et donc, j'avais créé pour ça à la base. Et puis, de fil en aiguille, j'ai commencé à rajouter certaines habitudes comme descendre la poubelle, essayer de cuisiner un plat aujourd'hui, prendre soin de ma peau. Enfin, c'est vraiment, j'ai plein d'habitudes dedans que j'essaie d'exécuter chaque jour sur mon quotidien. C'est ça. Ouais, ouais. Et donc tu as ton graphe après comme à la GitHub où les carrés sont de plus en plus foncés selon le nombre de trucs que tu as fait aujourd'hui, je suppose et tout ça? Ouais, exactement. C'est exactement ce principe-là. OK, c'est classe, c'est classe. Et Et tu peux répéter l'URL pour ceux qui seraient intéressés? alors, c'est résilience.club. OK. Et en fait, ça venait d'un point aussi qui est une chose que j'aurais aimé me dire à moi-même il y a quelques années, 10 ans par exemple, c'est que moi j'étais un peu le genre de personne qui pensait qu'à 25 ans, je serais déjà millionnaire et que ça irait vite. Et en fait, je me suis rendu compte qu'avec, j'étais pas du tout quelqu'un de résilient. J'étais le genre de personne en fait qui, quand le projet ne marchait pas, et ben au bout de 6 mois, j'arrêtais et je passais à autre chose. Et ça, c'est terrible parce qu'en fait, les années passent et on n'a toujours rien fait. Parce qu'on a toujours switché d'un projet à un autre, on abandonne ce qu'on fait. Et en final, c'est un manque clairement de résilience. Parce qu'il n'y a rien qui se construit du jour au lendemain. Des fois, ça peut prendre du temps. Des fois, on construit un produit pour comprendre le produit à construire. C'est-à-dire qu'on vise mal et en fait, c'est en pivotant et en parlant à ses clients qu'on finit par comprendre quel produit construire. Et ça se fait pas des fois en 6 mois, des fois il faut 1 an, 2 ans. Et donc, si on est quelqu'un de résilient qui adopte la stratégie des petits pas, c'est-à-dire qui va faire quelque chose chaque jour, juste en avançant un petit peu, et ben en fait, si on arrive à tenir suffisamment longtemps, on ne se rend pas compte de l'impact que ça va avoir sur notre vie future. Mmh. Donc c'est bien, c'est pour ça que la résilience, c'est un concept qui est très important pour moi et que j'ai appelé Résilience Club parce qu'en fait, c'est un peu la stratégie des petits pas, quoi. Totalement, totalement. Je suis totalement d'accord avec ça. Pour le coup, la résilience va permettre de faire toujours la même chose, enfin toujours de le faire souvent, quoi. Et après, c'est l'effet cumulé, quoi, qui va faire que sur le long terme, ça va devenir quelque chose d'important, clairement. Et est-ce que tu peux nous dire la petite stack du coup de The Resilience Club? Alors oui, c'est intéressant Résilience Club parce que justement, je l'ai fait. En fait, j'ai utilisé forcément les outils que je maîtrisais déjà, c'est-à-dire Nux.js et Adonis pour le back-end. Ok, Par contre, j'avais quand même la volonté de sortir les applications mobiles. ok. J'ai pas envie d'apprendre le développement mobile. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé un truc qui s'appelle Capacitor.js et qui est assez chouette, qui m'a permis en fait de prendre mon Nux.js et de le transformer en une application mobile native pour iOS et pour Android. Donc aujourd'hui, Resilience Club, il est disponible sur l'App Store et sur le Play Store. Et sans que j'ai eu besoin de taper la moindre ligne de code. Et j'ai même l'Apple Connect, se connecter avec Apple. Si je veux Hmm. installer un système de paiement plus tard, je pourrais mettre un système de paiement avec Apple. C'est pas un problème, il y a plein de packages pour ça. Et donc la stack, c'est du Nux.js, du Capacitor et du Adonis. Donc ça veut dire que tu avais ton projet qui était de base une web app avec Next. Ouais, Tu as ajouté juste un simple paquet qui est Capacitor.js. Et après, ça te permet donc d'exporter ça en application mobile. C'est ça. Donc tu as vraiment la même stack pour la web app et pour les applications mobiles. exactement, j'ai un seul code source. Et ce qui est génial en fait, c'est que Capacitor, qu'est-ce qu'il va faire? On va exécuter une commande avec Capacitor, donc on l'installe avec npm dans le projet Mhm. Nux.js. On exécute une commande et en fait, ça va créer un dossier iOS à la racine du projet qui va contenir en fait tout le code source, comme une application native en fait. On va pouvoir, Mhm. on va pouvoir ensuite ouvrir ce dossier-là avec Xcode et du coup, en fait, c'est comme si après on était dans une application native, on va exécuter les mêmes choses, on va le pusher sur l'Apple Store depuis Hmm. Xcode, on peut aller voir les fichiers .plist pour ceux qui font de l'Android en fait, pour modifier directement dans le dossier. Et donc, on a vraiment un seul code source et après, derrière, on peut faire ce qu'on veut en fait. Même un développeur natif pourrait travailler dans ce dossier-là derrière.
OK, ah oui, c'est super intéressant et je vois c'est Ionic donc qui fait ça, hein, c'est Capaster.js, c'est Ionic qui l'a créé. OK, je vois. Donc Classe. voilà. Tu avais testé un peu Ionic avant ou pas du tout toi? Tu es juste tombé sur Si, Capaster.js? j'avais eu l'occasion de le tester il y a très longtemps sur des projets freelance. Après, bah, je dirais que l'intérêt d'Ionic que j'avais vu à l'époque, c'était une sorte de bootstrap, très mobile friendly avec ça allait marcher super bien quand on allait développer, les applications, mobiles. Mais j'avais pas trop été au bout parce que en fait, je développais moi-même mes composants. Donc, Mmh. en fait, après, je dirais que l'arrivée des composants avec les frameworks React, Vue et compagnie ont fait que j'ai vite arrêté de regarder ce qui se passait sur Unique. Mais franchement, c'est une belle boîte, ils font des trucs assez sympas et Capacitor, ça m'a vraiment bluffé, hein. OK. OK, très, très cool. De toute façon, je mettrai le lien de tout ce dont on parle, hein, en description, tes projets Prospect Wiz, The Resilience Club et également Capaster.js. Maintenant, j'ai une question, c'est que bon, on voit que tu es un développeur JS qui est très complet, tu fais du full stack, tu as plusieurs projets, etc. Est-ce que tu peux nous dire comment tu es entré dans le développement? À quel moment tu as commencé à apprendre le JavaScript ou un autre langage? Je ne sais pas sur lequel tu es tombé en premier. Et voilà, donc quel est ton parcours pour arriver à être un développeur JS full stack en fait? OK. Bah, j'ai pas forcément appris à coder très jeune, hein. Bah, c'est vers la fin du lycée que j'ai commencé à vraiment commencer à m'intéresser au HTML, CSS, et cetera. Heu, Après, ça j'ai fait beaucoup de projets. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai lancé plein de trucs à gauche, à droite qui n'ont jamais vraiment été au bout, mais c'est comme ça que j'ai appris. C'est vraiment avec les projets. Heu, Après j'ai eu l'occasion d'aller rejoindre une école du web qui s'appelait Ethic à Paris, et qui m'a permis de pouvoir faire que du web tout le temps. Parce qu'en fait, avant, j'étais en école d'ingénieur et j'ai arrêté pour faire que du web. Je savais très vite que c'est que ça que je voulais faire tout le temps. Donc Mmh. j'ai arrêté l'école d'ingénieur, j'ai fait un an éthique. Après, j'ai pas été au bout de mon cursus, j'ai décidé d'arrêter l'école parce que je voulais. Bah, disons que je me rendais compte que j'apprenais plus vite tout seul et que du coup, bah, pourquoi pas essayer de faire du freelance directement. Alors, ça paraissait facile sur le papier, mais dans la pratique, c'était un peu plus compliqué. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, quand on est freelance, on est un peu entrepreneur, mine de rien, parce qu'il faut aller chercher ses clients, il y a quand même une grosse partie de marketing derrière. Il faut savoir se vendre, il faut savoir choisir les bons projets, il faut savoir tenir sa comptable, même si c'est pas super compliqué au début. Mais donc, en fait, j'ai fini par faire ça. Et puis après, un concours de circonstances m'a amené à découvrir le gros hacking. Et du coup, là, j'ai commencé à m'intéresser beaucoup au marketing. Et j'ai eu l'opportunité de bosser après pour The Family. Et donc là, j'ai arrêté de coder pendant 2 ans quasiment. Enfin, je faisais essentiellement que des bots sur PhantomJS à l'époque, beaucoup de bots. Euh, et quand on arrête de coder pendant 2 ans, il faut quand même un peu de temps avant de s'y remettre. Il a fallu 6 à 8 mois pour vraiment me refamiliariser avec l'environnement JavaScript qui avait beaucoup évolué. On a eu l'arrivée de React, on avait eu l'arrivée de Vue.js entre-temps. Euh, J'avais quand même pas mal perdu. Et du coup, après ça, je suis passé chez Crisp. J'étais le premier employé là-bas et mon job, c'était de refaire tout le dashboard en Vue.js. Voilà. OK. OK, OK. Parce qu'à l'époque, du coup, chez Crisp, il y avait que son fondateur qui avait tout fait en AngularJS, je suppose. Et Ouais. après, donc, il a voulu commencer à créer une team pour aller vers du Vue.js, quoi. En fait, ils sont deux en fait chez Crisp. Ah, OK, OK, C'est OK. Baptiste et Valérian qui ont lancé ça. Et Valérian, moi, je le connaissais parce qu'il était dans l'école d'ingénieur avec moi la première année où j'étais en école d'ingé. C'était un ami. Du coup, en fait, bah, quand j'ai vu que que ça commençait à prendre de l'ampleur, Crisp, je me suis dit, ah, ce serait pas mal de me faire la main dessus et puis de reprendre un peu de bouteille sur le code. Clairement. OK. Et donc, je vois qu'après, tu es resté lead développeur donc chez Crisp. Qu'est-ce que tu faisais en fait chez Crisp tu es resté quoi, 2 ans aussi, 1 an et demi chez Crisp? Je suis resté à 2 ans exactement. Ouais. Et mon job, c'était de refaire la nouvelle version en Sketch. Donc, il a fallu que je les design toute la nouvelle version. Et après, derrière, je la recodais en Vue.js. OK. OK, Voilà. OK, je vois, je vois. Et est-ce que tu dirigeais d'autres développeurs? Tu faisais partie d'une petite équipe ou alors c'était que toi et tu avais tes projets? Enfin, et tu avais tes tâches? Bah, en fait, il faut savoir que les deux cofondateurs, ils sont techos, donc ils Ouais. m'aidaient quand même pas mal sur le front, sur certaines fonctionnalités. C'était un gros morceau quand même, hein. Il a fallu, on pensait le faire en 6 mois, mais on a mis plus d'1 an à mettre en ligne la nouvelle version.
Ça a été Mmh. un gros morceau. Euh, Parce qu'en fait, quand on passe d'AngularJS à Vue.js, il y a rien, il y a tout qui change, quoi. On a un système de store, on est dans un système, surtout quand on a un nouveau design, on a un système de composants. euh, en plus, on avait tout changé le système de CSS, on travaillait en BEM, donc Block Element Modifier. Alors, tu vois, donc il y avait quand même beaucoup de philosophie qui avait changé dans la manière de structurer le produit. OK, 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 ouais, je vois. Ouais, donc c'était clairement assez long et en plus, après coup, je me souviens avoir lu un article où il y avait une migration de Vue.js 2 à Vue.js 3, depuis Crisp. Donc clairement Crisp a suit les technologies petit à petit et n'hésite pas à migrer. Donc ça, c'est je pense un bon indicateur de l'esprit de la boîte déjà. Ouais, carrément, ouais. Mmh. OK, OK, OK. Donc, ouais, donc c'est parce qu'au départ, je pensais que tu étais d'abord dans, du marketing, en fait et après tu avais pris la branche développement. Mais en fait, non, tu avais la branche développement, tu l'avais depuis le départ et tu as fait, une autre branche marketing et ensuite tu as combiné les 2 pour créer, du coup, Prospect je suppose, à la fin, actuellement, c'est ce qui se Ouais, passe. exactement. Bah, en fait, derrière, c'était un constat, parce que, en fait, quand j'ai bossé chez The Family, mon job, c'était assez simple. J'avais des startups qui venaient nous voir, et qui venaient nous demander, en fait, comment on pouvait, bah, faire venir du trafic sur leur site, augmenter leur rétention, les aider dans leur analytique. Enfin, vraiment, c'était beaucoup de tâches, très marketing. Et je me Mmh. suis rendu compte quand même d'un truc, c'est que c'est plus simple d'amener un développeur dans le marketing qu'un marketing dans le développeur. Enfin, qu'un marketeur dans le développement. Mmh. Et du coup, en fait, tout le système quand même, parce que les gros hackers, c'est quand même des gens qui lancent beaucoup d'expériences et qui euh, peuvent être amenés à faire des expériences qui modifient le produit. Et du coup, quand ils ont cette capacité à pouvoir modifier le produit, ils vont exécuter leurs expériences plus rapidement et surtout, ils vont bah, en fait, avoir plus d'impact. Donc, j'ai tendance à penser qu'il faut mieux amener un développeur dans le marketing que l'inverse. OK, Si on veut être ouais, ouais, efficace. je vois. Et pour revenir juste, un petit moment sur Crisp, du coup, pourquoi, à quel moment tu tu quitté l'entreprise? Ouais, voilà, pourquoi tu as quitté l'entreprise? Bah, en fait, j'ai quitté l'entreprise parce que euh, je voulais quand même essayer un jour de monter un projet et de réussir à monter une boîte. Euh, donc, quand on a sorti la nouvelle version et que ça commençait à être stable, bah, en fait, je décidais qu'il était temps de commencer à monter son truc, quoi. Et puis surtout, j'étais Mmh. plus à l'aise, en fait. J'avais repris de la bouteille dans le code. Je commençais à avoir un peu plus de. Bah, j'avais toujours un peu quand même de notions qui me restaient en marketing de mon époque à The Family, etc. Donc, je me sentais plus à même de pouvoir monter une boîte, en fait. OK. OK, ouais, ce que je peux totalement comprendre. OK. Et donc actuellement, ProspectWith, est-ce que tu as d'autres projets pour l'avenir à part ProspectWith où tu es concentré dessus vraiment et tu vas rester dessus, pour longtemps? Non, j'ai vraiment que ce projet-là, hein. Effectivement, je fais des petites choses à gauche à droite comme Resilience Club, etc. Mmh. Mais c'est vraiment des trucs pour m'occuper quand je veux changer quand je veux changer, euh, quand je veux me changer les idées et que j'ai pas envie de coder sur ProspectWiz, ou des fois que j'ai envie de tester un nouveau truc qui vient de sortir et que je m'en fiche de casser Resilience Club, mais par contre ProspectWiz, du coup, je teste sur un code base qui est un peu plus léger et à moins de code. Clairement. Bah, c'est le cas de Tailwind, tu vois, quand j'ai voulu mettre à jour de Tailwind 1 vers Tailwind 2, bah, je l'ai d'abord fait sur Resilience Club, et puis après, quand j'ai vu que ça passait bien et que ça ne créait pas trop de bugs, bah, je l'ai fait sur ProspectWiz. Donc c'est vraiment plus un side project que j'ai fait. Euh, et en fait, en fait c'est ça aussi le problème, c'est que tu peux pas tout faire. Et je pense que dans la vie, il faut savoir dire non. Et c'est-à-dire, c'est ma femme qui me le dit tout le temps, ça, elle a bien raison. Dans la vie, il faut savoir dire non. On a toujours plein d'idées, plein de projets, plein de choses qu'on veut faire, mais on n'a que 24 heures et ça demande de. Si on veut pas mettre en danger les autres trucs qu'on est en train d'entreprendre, bah en fait, il va falloir dire non à tout un tas de trucs, quoi. C'est vrai. Euh, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, non, je suis concentré sur ProspectWis encore pendant, j'espère, enfin, pendant je sais pas combien de temps, mais pendant plusieurs années en tout cas, ça c'est sûr. Et puis ça me correspond bien comme produit parce que ça mélange beaucoup d'automatisation, beaucoup de bots. Je peux m'éclater aussi au niveau des interfaces parce que j'adore l'UX. J'aime bien me creuser la tête sur Dribble à comment réfléchir à simplifier l'interface. Euh, Mmh. donc ça me correspond bien et puis on peut pas tout faire, quoi. OK, ouais, c'est vrai.
Et justement, puisque tu as ce projet-là qui te prend tout ton temps, mais qui à la fois te prend plein de compétences différentes, marketing, développement, et également UX, UI, tout ça. Comment tu t'organises, au quotidien, pour gérer tes tâches, pour faire du développement, pour faire du marketing? Quelle est ton organisation justement pour gérer ce projet-là et gérer globalement ta vie de développeur fondateur, en fait? Hem, alors déjà, il y a une habitude que j'ai commencé à faire depuis décembre, qui est super, c'est que chaque soir, je repriorise mes tâches. Alors, c'est-à-dire que j'ai un certain nombre de tâches qui sont dans ce GitHub ou, des fois des tâches, de vie de tous les jours dans mes notes sur, mon téléphone. Chaque soir, ce que je vais faire, c'est que je vais les retravailler, les réordonner. Parce qu'en fait, moi, j'ai un problème, comme beaucoup de gens, c'est que je commence la journée à 10 tâches, je travaille toute la journée à fond et le soir, j'en ai 11. Alors, le problème de ça, c'est que si tu laisses suffisamment de temps, tu te retrouves avec une to-do qui fait 300 tâches. Et en fait, ça devient un vrai bordel. Donc, c'est pour ça qu'il faut sans cesse prioriser, reprioriser les tâches, les réorganiser. Et ça, c'est une habitude que j'ai commencé à faire. euh, Parce que, en fait, je me rendais compte qu'il y avait un paquet de tâches où je procrastinais, en fait, parce qu'elles finissaient par être ensevelies, tout un tas de tâches qui se rajoutaient au fur et à mesure. Donc, je m'organise comme ça. J'utilise beaucoup le Resilience Club d'ailleurs pour mes tâches de la vie de tous les jours, que ce soit les poubelles, descendre les poubelles, lancer de la vaisselle, euh, aller chez le coiffeur, préparer ma tenue pour le lendemain. Bref, j'ai plein de tâches en fait comme ça de la vie de tous les jours que j'essaie de faire. Coder aussi chaque jour, je me force à coder chaque jour, je me force à faire un peu de marketing chaque jour. Euh, je me force à regarder des vidéos sur YouTube chaque jour sur la nutrition, sur euh, le code, le marketing. Donc en fait, j'ai plein d'habitudes hein, que j'essaie de faire chaque jour et c'est comme ça que je m'organise. Et combien de temps ça te prend? Parce que ça fait beaucoup d'habitudes, enfin, chaque jour, ça fait beaucoup d'habitudes. Je connais plus de personnes qui vont disperser ça un peu sur une semaine, par exemple. Mais si tu fais ça tous les jours, un tout petit peu, combien de temps tes habitudes te prennent par jour, en fait? Bon, je pourrais pas te donner une durée précise, mais ça occupe quand même le plus clair de ma journée, hein. Mmh. Après, j'ai remarqué des trucs en fait. C'est pour ça qu'il faut être patient. Parce que, en fait, tes habitudes que tu as, en fait, il faut les séquencer d'une manière intelligente. Je vais te donner un exemple. Imaginons que tu as deux habitudes. Voilà, tu as plein d'habitudes, mais tu en as deux. Une, c'est descendre les poubelles et l'autre, c'est d'aller courir. Et bien en fait, tu vas te rendre compte que c'est très intelligent de mettre l'habitude de descendre les poubelles juste avant d'aller courir. Pourquoi? Parce que tu as tes chaussures. Donc, tu vas aller courir, tu as juste à prendre la poubelle, descendre, tu les mets à la poubelle et tu commences ton footing. Et donc, en fait, tu séquences tes habitudes de manière intelligente, de manière à ce que à ce que l'une amène à faire l'autre, ou des fois que tu peux même faire les deux d'un coup. Si tu veux, dois écouter un podcast de code en même temps, rien ne t'empêche de le faire pendant ton footing. Comme ça, non seulement tu fais ton footing, mais en plus tu écoutes un podcast qui va te porter vers le haut. Donc en fait, tu vas faire deux habitudes en une. Donc il y a vraiment cette logique de séquençage. OK, ouais, c'est très intéressant, ouais, parce que du coup, en répertoriant un peu tout ce que tu as à faire, tu vas trouver des patterns pour optimiser, en fait, ce que tu as à Ouais, faire, quoi. OK, exactement. super, Donc, super si tu classe. cuisines, bah, le lave-vaisselle, tu vas le vider pendant que tu cuisines, tu vois, parce qu'il y a toujours des temps de pause quand tu cuisines. Mmh. Donc, tu vois, c'est vraiment, mais ça prend du temps avant de les trouver et chacun a son propre séquençage en fonction de ses objectifs de vie, tu vois. Bien sûr, bien sûr. OK, OK, OK. Bah, écoute, c'est super intéressant. J'ai une dernière question à te poser. C'est est-ce que tu aurais un conseil pour les développeurs JavaScript qui sont, soit comme toi, c'est-à-dire qu'ils sont en entreprise et qu'ils ont envie de passer en fondateur ou quoi, ou soit n'importe quel, tout simplement, développeur JavaScript pour l'aider au quotidien dans son développement, quoi? Euh, Alors, pour la première partie, le conseil de quelqu'un qui voudrait lancer une boîte, je dirais juste de retenir une chose, c'est que monter une boîte, c'est un jeu de cash, parce qu'en fait, au début, on construit un produit pour comprendre le produit à construire. Et, et ça, on ne sait jamais combien de temps ça va prendre. C'est-à-dire qu'on part sur une idée initiale, on pense que ça va marcher, et donc du coup, on va travailler dessus, mais en fait, au bout d'un an, on se rend compte que c'est pas du tout ce qu'il fallait faire, et il faut pivoter légèrement, et du coup, beaucoup de code qu'on a tapé avant, bah, il est plus bon. Donc si on n'a plus de cash, qu'est-ce qui se passe? On arrête. Donc il y a aussi cette notion de résilience et il faut très bien gérer son argent et faire quelque chose qu'on aime. C'est très important. Parce que c'est dans les moments où on va vouloir arrêter que si on n'aime pas ce qu'on fait, que ça va être très facile d'arrêter. Bah, de toute façon, j'aime pas ce que je fais, alors je vais retrouver un job.
Mais si tu aimes ce que tu fais, tu vas quand même continuer à travailler dessus un peu, même si tu retrouves un job plus tard. Mais en fait, ces quelques pas-là, ils vont te permettre un jour d'atteindre ton objectif et de quitter ton job, quoi. Donc en fait, il y a vraiment cette notion de faire ce qu'on aime, résilience et bien gérer son argent, c'est très très important. Euh, donc par exemple, je sais pas, hein, en France, il y a plein de cartes, hein, tu peux prendre ton chômage, tu peux mettre de côté chaque mois jusqu'à ce que tu aies suffisamment pour te lancer. Tu as tout ça. Et la deuxième question, c'était pour les développeurs JavaScript. Ouais. Je conseillerais de se mettre une habitude qui consiste à, pas chaque jour parce que c'est difficile, moi j'essaie de le faire mais c'est compliqué, mais plusieurs fois par semaine, d'avoir une playlist sur YouTube avec coding, par exemple, une playlist où on met toutes les vidéos de code dessus. Donc par exemple, on peut s'abonner à ta chaîne sur YouTube, tu as plein de chaînes, tu as Fireship aussi, bref. On peut Mhm. s'abonner à des chaînes sur YouTube de code, et quand il y a une vidéo qui nous intéresse, on la met dedans. Et pareil pour les articles, on le met sur Instapaper ou sur notre logiciel Pocket. Et chaque jour, ou plusieurs fois par semaine, on va se forcer à regarder une de vidéos de sa playlist YouTube ou de lire un article de sa playlist de Pocket. Mhm. Parce qu'en fait, ça, sur le long terme, ça va avoir un impact énorme. Parce qu'on est quand même dans un monde où ça évolue vite les technologies, même si JavaScript, ça va un peu moins vite maintenant qu'avant. Parce qu'à un moment, ça devenait délirant. Il y avait des frameworks qui sortaient tous les mois, tu avais un nouveau framework. Et ben, il faut rester quand même à jour et ça aide en fait à rester à jour, ce truc-là. Ouais. Bah, écoute, je suis totalement d'accord, clairement. De toute façon, tout ça, c'est de la veille technologique, hein, en gros, et la veille technologique pour tous les développeurs, c'est vraiment essentiel. Et ce type via YouTube, de se créer une petite playlist et tout, c'est vrai que c'est super intéressant et je pense que ça peut en aider, ça peut en aider plus d'un. Ouais, c'est même ce que tu faisais avec ta chaîne YouTube, avec ton club. Moi, je regarde chaque semaine, je regarde tes vidéos, là, le lundi, quand tu les envoies, où tu Mhm. nous fais des condensés des technologies. Et c'est très pratique parce que ça me permet aussi, les semaines où j'ai pas forcément pu regarder des vidéos, et ben, je regarde le résumé que tu nous as fait et ça permet de voir en fait les nouveaux trucs, quoi. Tout à fait. Pour ceux qui veulent un peu plus d'informations, on parle du club JS Master, qui est un club que je propose, auquel tous les lundis, j'envoie donc un résumé de la semaine de tout ce qui s'est passé dans le monde du JavaScript. Donc c'est comme ça qu'on s'est connu avec Julien, parce qu'il fait partie du club, et c'est un super développeur JS, donc j'avais envie de faire cette interview. Je te remercie beaucoup, Julien, pour ce temps passé avec moi et pour ce temps passé avec les différents auditeurs et développeurs JavaScript qui vont nous écouter. Je te souhaite une très bonne fin de soirée et beaucoup de succès pour Prospect Weeds. Merci. Ciao. Ciao.